ABK Matin, l'interview. Bonjour ABK Radio, bonjour à tous vos auditeurs. S'il vous plaît Didier, je voudrais parler des coupures de courant. Parce que ce n'est plus un simple problème, c'est devenu un fléau. C'est devenu un fléau pour l'économie du Cameroun. Imaginez-vous que nous sommes à Akwa, qui est le centre des activités. Même si aujourd'hui, les activités se font un peu partout dans tous les villes et quartiers de Douala, Akwa reste quand même ce cœur d'activité de Douala. Vous vous imaginez qu'on peut couper le courant du matin au soir, c'est-à-dire toute une journée. Vous ne pouvez pas travailler. Moi, je vais parler, par exemple, de mon domaine parce que je fais dans le graphisme et la production. Donc, c'est-à-dire l'imprimerie. Vous avez une équipe que vous engagez, que vous allez leur payer un salaire, pourtant ils ne travaillent pas à cause des coupures de courant. Et même lorsque vous arrivez à retenir des gens pour faire le travail dans la nuit parce que le courant revient quelquefois dans la soirée, tard dans la soirée. À peine vous avez travaillé 2 heures de temps, on coupe le courant. Et vous quittez étant énervé, vous oubliez même quelquefois de déconnecter vos appareils. Vous revenez le lendemain quand les appareils sont grillés parce que le courant est revenu peut-être dans la nuit ou je ne sais pas, les appareils sont grillés. Donc vous êtes en face d'une situation qui, c'est-à-dire les coupures aujourd'hui stressent plus que les crédits que nous avons dans les banques. Parce que vous ne pouvez pas avancer. Nous avons des événements, nous travaillons avec des événementiels, nous avons des événements qu'on arrive, chaque jour on est là, on doit s'expliquer. On doit s'expliquer parce qu'on a pris des engagements dont on ne peut pas couvrir à cause de l'électricité. Actuellement, il y a Promote qui se passe à Yaoundé, mais je vous dis que nous avons encore chez nous des gadgets des clients que nous n'avons pas pu livrer jusqu'ici. Et bientôt, ça va finir et on va nous demander de payer le manque à gagner. Vous vous imaginez? On ne peut pas travailler. Il n'y a pas de possibilité de travailler. Et nos appareils, nous travaillons avec un équipement électronique hautement sensible. C'est-à-dire, on ne se lève pas un matin pour brancher certains appareils sur le groupe électrogène. Il faut appeler des techniciens qui vont faire une certaine étude électrique pour évaluer et savoir quel genre de groupe électrogène vous allez acheter pour qu'il vienne installer vos appareils dessus. On ne se lève pas un matin pour le faire, mais qu'il trouve une solution pour les coupures de courant. Je dis c'est devenu un fléau, c'est grave. C'est très grave même d'ailleurs. Nous ne travaillons pas. On va au bureau le matin, on a coupé le courant, on passe toute la journée, on ne travaille pas, on revient le soir, vous vous imaginez? On engage les gens, on leur paye un salaire, on leur paye encore les heures supplémentaires parce qu'il faut leur demander de travailler dans la nuit. Et vous payez toute la nuit pour que quelqu'un vienne travailler 2 heures de temps parce que à peine le courant revient peut-être entre 20 h à 22 h, on a coupé le courant, ça revient à 5 h. Ce n'est pas un fait qui vit isolément, hein. C'est un fait que des milliers de jeunes entrepreneurs camerounais vivent, du fait justement, sans mauvais jeu de mots, du fait de qui l'on sait, du fait d'une chaîne. Vous avez dit qu'il ne fallait pas incriminer Eneo uniquement, grosse chaîne de responsabilité. Sidonie Fikak et Didier Yimkwa discutent de tout cela tout de suite et je voudrais personnellement dire, puisqu'il s'agit de lui, à notre auditeur et ami désormais. Oui, Fifi, bien sûr. C'est Fafrandi, un partenaire même de ABK Radio. Oui. Et c'est un jeune entrepreneur doté d'une très grande intelligence et d'un professionnalisme que j'ai rarement vu. Mon cher Didier Yimkwa, c'est M. Fambové, voilà, Fafrandi, c'est la contraction de son Mengo, un très grand professionnel. On peut se permettre de vous le recommander. Si vous avez besoin, il faut le soutenir autant que d'autres jeunes, hein, parce qu'il est en plus très honnête. Il n'a rien volé à personne et c'est assez dommage quand même qu'on en arrive là. J'ai senti qu'il avait une voix presque larmoyante. C'est vrai en plus. Voilà, je l'ai senti. Et c'est quelqu'un déjà naturellement de pas très disert, qui ne place pas un mot plus haut qu'un autre. Vous voyez, il a tout fait pour se contenir. Mais on sent bien de la colère, beaucoup d'émotions. Et c'est un fait que beaucoup de Camerounais vivent.
Vous imaginez, si tout le monde devait parler, ce serait un tsunami. Didier Yimkwa est l'invité de Sédonifica. Rebonjour Didier Yimkwa et bienvenue une fois de plus sur ABK Matin. Bonjour Fifi. Oui. Avec vous, on va parler des coupures d'énergie, mais avant, on s'intéresse à un problème qui n'en est pas qu'on puisse négliger, celui des punaises. Après la briqueterie du côté de Yaoundé, il y a de cela quelques mois, je crois que nous étions dans la période de décembre. L'arrondissement de Douala 5e, à travers les quartiers Koto et Lokpom, est frappé par l'invasion des punaises. D'où viennent les punaises? Bon, les punaises, on les trouve où? On les trouve d'abord dans les draps, oui, les matelas, les canapés, les tableaux, oui, et même dans les prises électriques. Oui, oui. Donc bref, on les trouve un peu partout. En fait, la punaise, vient du mot puante. Oui. Parce que ça sent. Pour faire la différence avec le cancre là. Oui. Et ça fait partie de la famille des insectes dont la durée de vie est de 6 à 24 mois, qui se multiplient rapidement. Oui. Mais on a constaté que, comme vous l'avez si bien dit, si on veut faire un peu la genèse, c'est l'année passée que les punaises ont été déclarées en France, oui, à Paris je crois. Juste après, on a découvert un foyer à la briqueterie en décembre. Oui. Et en février, on découvre un foyer à Douala, mais à Douala 5. Ça veut tout simplement dire que les punaises peuvent circuler, voyager sans visa, sans passeport, sans ticket de voyage, tu me permets. Donc on les transporte facilement dans les sacs, sur les sièges. Mais aussi, il y a que lorsque ça peut se trouver partout, même dans les maisons salubres. Et puis les facteurs multiplicateurs, c'est par exemple la promiscuité, oui, les co-logements, c'est-à-dire les immeubles et consorts. Et quand ça retrouve un milieu insalubre, ça se multiplie rapidement et la progression est vraiment aussi rapide oui, que la multiplication à partir des œufs. Aujourd'hui, c'est un sujet assez sérieux, c'est même un problème de santé publique. Tout à fait. Et il faudrait que le maire, parce que depuis là, je ne sais pas si le maire de la commune d'Aoussat, justement, il a commis un communiqué là-dessus. Mais il ne doit pas s'arrêter là. Oui. Il faut engager une lutte antivectorielle et une lutte intégrée. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de promiscuité, on ne peut pas ignorer le fait que notre ville est trop sale. Oui. Vous avez des montagnes d'ordures ménagères un peu partout, vous avez des immondices partout, vous avez des caniveaux pleins de déchets solides, de plastique et de vases. Donc ce sont des milieux qui peuvent facilement entraîner l'accélération de la progression des punaises. Il faut tout faire et circonscrire cette crise-là dans Douala 5e, parce que si ça envahit la ville de Douala, à côté des problèmes de lumière, on est très très mal parti. Oui. Très très mal parti. Et avant même d'interpeller le maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, il faut déjà que les ménages qui sont déjà infectés, oui, que ceux-là prennent des dispositions de se libérer très tôt de tout ce qui est touché. Oui. Il faut même brûler le matelas. Il ne faut pas hésiter et créer un environnement salubre, oui, dans son environnement salubre, et se délester de tout ce qui a comme rebut, c'est-à-dire tous les les vieux habits, les vieux canapés qui ne nous servent à rien. Il faut vraiment les balancer, même les brûler comme on l'a dit. Ensuite, il faut surtout, comme je l'ai dit, engager vraiment une lutte intégrée, parce que là, ça ne dépend plus de la population. C'est le maire de la ville, le maire de la commune d'arrondissement qui peut engager cette lutte antivectorielle et la lutte intégrée. Didier Yimkwa, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de lutter contre les punaises? Parce qu'on voit quand même des populations, des habitants qui sont frappés par l'invasion de ces insectes, avoir du mal à venir à bout de ces insectes, et parfois ils sont obligés de faire appel à des spécialistes pour véritablement les éloigner, les débarrasser de ces punaises. Pourquoi c'est si difficile? Au départ, il y a un problème de sensibilisation. Oui. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise des questions d'hygiène et de salubrité, vous pouvez confondre les punaises au cancrela. Mais sauf que ça vous pique, parce que la punaise adulte se nourrit du sang.
C'est pour ça que ces piqûres au cou, au dos, sur les pieds, laissent des taches rouges. Justement, ça enfle. Ça enfle. Donc si vous n'êtes pas habitué, vous allez croire peut-être que c'est des cancres là. Donc il faut au départ que les gens soient vraiment sensibilisés. Et je vous dis merci parce que il n'y a pas assez de radio qui en parlent aujourd'hui. Il faudrait une très bonne sensibilisation. Et malheureusement, moi j'ai connu dans mon Banganté natal des services d'épidémiologie, des services d'hygiène qui descendaient dans les quartiers, désinfecter les WC, les maisons. Ça n'existe plus. De façon permanente, ça n'existe plus. Alors que si vous visitez par exemple l'organigramme du ministère de la Santé, il y a toute une direction de la santé publique et il y a dans cette santé publique là une sous-direction qui s'occupe uniquement des questions d'hygiène et de salubrité. Mais malheureusement, on ne sait même pas si ce sous-directeur existe. Lorsqu'on regarde la ville sale, on a toujours l'impression que c'est l'affaire uniquement du ministère de l'Environnement. Non, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de l'Environnement. Les questions d'hygiène et de salubrité sont devenues aujourd'hui des questions de santé publique. Tout à fait. Donc ça intéresse aussi autant le ministère de l'Environnement, autant le ministère de la Santé. Donc il faut vraiment... Et si nous sommes dans la décentralisation, Fifi, crois-moi que c'est l'affaire d'abord du maire de la commune d'arrondissement. Oui. Voilà. Donc il n'appartient pas qu'aux populations de lutter contre cette... D'abord les populations. D'abord, dans ton ménage, tu dois tout faire pour être propre. Mais à ce niveau, l'arrondissement de Douala 5e est menacé d'être envahi par les punaises. Est-ce qu'il n'est pas temps que, au-delà de la sensibilisation sur les mesures d'hygiène, il faut déjà engager la lutte chimique. Que justement les pouvoirs publics s'y mettent pour endiguer de façon efficace ce problème. C'est pour ça que j'interpelle humblement le maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. C'est lui qui doit faire ce travail. Déployer des équipes. Des équipes sur le terrain, le plus rapidement possible. Voilà. Vous comprenez? Et faire appel au service d'hygiène des hôpitaux. Il faut déjà qu'on mette des équipes, des brigades sur le terrain pour qu'ils commencent avec les campagnes de désinfection. Oui. Parce que si on ne le fait pas, parce que ça voyage facilement. Oui. Ça circule sans visa, sans passeport. Même dans un sac à main, on peut la ramasser dans une chaise. Dans un bureau, ramener d'un quartier à l'autre. Moi, je ne serais pas... Parce que hier ou avant-hier, lorsque j'ai fait une publication sur ma page, quelqu'un m'a dit que c'est comme si on avait déjà des punaises à Douala-Prébier. Donc, il faut tout faire pour que la progression... pour que cela n'envahisse pas toute la ville de Douala. Oui. On serait très mal parti parce que on est d'abord dans une ville qui est presque sans électricité. Oui, sans eau même. Sans eau. Oui. Imagine s'il faut encore gérer les punaises. On est très mal parti. Est-ce qu'il faut que cette lutte se limite seulement au niveau du maire Richard Fengouin? Est-ce qu'il ne faudrait même pas que la première autorité de la région du littoral, le gouverneur, surtout le préfet. Oui, le préfet, le préfet du département du Vouri qu'il mobilise doit lancer l'alerte. Bien sûr. Moi, je suis sûr que peut-être je suis pas au courant, mais je pense qu'il doit avoir déjà un plan. Comment vous appelez ça? Un plan d'action, un plan de riposte qui doit être mis sur pied. Parce qu'il ne faudrait pas attendre, il faut se mettre dans ce qu'on appelle la prévention. Oui, bien sûr. Déjà se mettre dans la prévention et déjà expliquer aux populations. Oui. Ce n'est pas seulement l'affaire du préfet, il y a aussi l'affaire de la délégation, parce qu'on a des districts de santé un peu partout. Tout à fait, oui. Il faut que ces chefs de district déjà s'impliquent. Oui. Il faut même dans les écoles, tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde, les médias, les masses médias, pour qu'à chaque fois, si vous constatez, parce que j'ai bien dit que la punaise, le mot vient de puanteur, parce que ça sent. Oui. Donc il faut savoir faire la différence entre punaise et cancrela. Oui. Parce que le cancrela, ça ne sent pas, mais la punaise, ça sent. Donc si vous percevez le cancrela, c'est pas les cafards, c'est les cafards, non? C'est ce qu'on appelle les cafards, parce qu'on appelle évidemment ça les cancrela. Oui. Donc si vous apercevez déjà un petit truc comme ça avec la tête qui est moins colorée que le corps, sachez que vous avez déjà en face de vous avez en présence de vous une punaise. Oui. Déjà, il faut chercher à la tuer. Maintenant, là où vous l'avez trouvée, directement amener ça dehors pour voir si les œufs, parce que vous pouvez tuer, comme là où il y a la punaise, il y a les œufs. Oui. Donc, il faut détruire, même, pourquoi pas, il ne faut pas avoir crié peut-être que non, je vais dépenser de l'argent, c'est un problème de santé publique. Oui. Et puis, il faut tenir compte de la tranche d'âge des populations vulnérables.
Ça peut être des enfants, ça peut être des gens qui personnes âgées à mobilité réduite, par exemple. Donc, il faut penser à toutes ces populations-là. Donc, il faut agir le plus tôt possible. Il faut un plan de repose et surtout communiquer. Didier Yimkwa, aujourd'hui, les populations, pour lutter contre ces punaises, préfèrent peut-être mettre sécher les matelas à l'extérieur. Est-ce que le soleil à lui seul peut réussir à Non, le soleil ne peut pas. Ça peut faire partir les odeurs, mais ça ne tue pas les odeurs. Ça ne tue pas les œufs. Nettoie également l'environnement ou alors les objets qui sont affectés avec du pétrole. Le pétrole a un effet sur ces punaises. Bon, il y a des produits chimiques, pas le pétrole. Oui. Il y a des produits chimiques parce qu'il y a une lutte d'abord mécanique. Une lutte mécanique, j'ai parlé par exemple de la salubrité, de créer quand même un environnement sain, salubre autour de soi. Ça, c'est mécanique. Il y a maintenant la lutte chimique, il faut pulvériser un certain nombre de produits. Mais il y a maintenant la lutte globale qui est intégrée et antivectorielle, qui est de la responsabilité du maire de la commune, de l'arrondissement. Donc, au-delà, comme je l'ai dit, il faut beaucoup sensibiliser les populations. Tout le monde doit être aujourd'hui prêt. En état d'alerte. En état d'alerte, oui. Parce qu'avec ce qui est en train d'arriver là... Il faut faire attention. Je crois que la progression est très, très, très rapide. Toutes les autorités devraient donc se saisir de ce problème et le considérer comme un problème de santé publique et agir de façon rapide. Concerté surtout pour éviter que les autres arrondissements ne soient justement envahis par ces punaises. On retrouve un autre problème, celui des délestages. On a écouté le témoignage de ce jeune entrepreneur Fafrandi, qui est également fidèle auditeur de ABK Radio, qui a une imprimerie logée du côté situé du côté de Aqua. Il nous raconte le calvaire de tous les entrepreneurs qu'on peut avoir de ce côté-là, tous les opérateurs économiques. Didier Yimkwa, est-ce qu'on n'aurait pas pu prévenir ce problème de délestage, parce qu'on sait quand même que ça fait plus d'une quinzaine d'années que les délestages existent au Cameroun? Vous ne croyez pas si bien le dire. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est planifier, c'est auditer, c'est corriger. Mais malheureusement, nous sommes dans ce que le professeur Fabien Iboussi-Boulaga, le philosophe, qualifiait de la gouvernance courtemériste. C'est-à-dire que courtemer vient du mot court, à court terme. Il disait toujours qu'au Cameroun, on ne planifie pas, on ne projette pas à long terme, on est toujours dans le court terme. Et puis cette tricherie nous rattrape toujours. Et malheureusement, nos choix politiques ont été sédimentés, des mauvais choix politiques ont été sédimentés. Et après, ça nous rattrape. Aujourd'hui, on ne peut rien. On ne peut rien là, Fifi. On ne peut rien. On ne peut pas transformer. Moi, j'ai pitié de l'actuel ministre des Mines. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui. Je ne voulais pas absoudre son management. Mais en fait, ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas lui le problème. C'est comme si on lui demande de venir traiter un malade moribond, grabataire. C'est pas lui. Qui a contracté sa maladie depuis plusieurs années. C'est pas lui le problème. Tout à l'heure, je disais ici aux auditeurs et à toi-même, à vous-même, que il y a quelques années, moi j'étais invité par l'honorable Ndam Joya, le maire de la commune d'arrondissement, le maire de la commune de l'UDC, dans son champ, dans sa ferme agricole à Fouman, je crois quelque part là-bas avant Fouman, après entre Fouman et Foumbot. Ce qui m'avait frappé dans son champ, c'était que c'est l'autonomie énergétique. Puis juste une petite rivière sur laquelle il a placé des turbines qui lui donnent de la lumière, de l'électricité, qui à mesure de mouler le maïs et puis du café, des grains de café, des cafés moulus, et ensuite sa résidence dans le champ. Oh, si tout le monde aurait pu faire ça, parce qu'il y a des exemples, des multiples exemples que l'on peut citer en longueur de journée. Parce que lorsque vous allez même dans le sud-ouest, il y a des centrales thermiques financées par le Fonds de l'environnement mondial pour sécher du cacao. Mais le gouvernement aurait pu faire cela et puis libérer des plages pour que les grandes villes ne soient pas aujourd'hui victimes du délestage. On aurait pu libéraliser même la loi. Si vous tapez dans Google, la loi sur l'électricité est claire. C'est même une loi vraiment révolutionnaire, innovante.
Si vous pouvez produire 100 kW d'électricité sans autorisation, oui. Mais ça reste le papier. Sur le plan pratique, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Bon, aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables. C'est vrai. Nous-mêmes, nous y sommes. Le solaire, par exemple, la biomasse dans la zone la zone agroécologique du sud, est et centre. Il y a le vent, par exemple, dans la zone agroécologique des hautes terres de l'ouest. Il y a à Douala les déchets. Il y a au nord le solaire, 11 heures de solaire par. On a de tout dans chaque région. On a une cartographie de combustible dégradable. Oui. On a toute une cartographie. Mais sauf que ça coûte cher. Au départ, ça coûte cher, mais à la longue, ça coûte plus cher. Mais ça nécessite quand même toute une politique au niveau stratégique. Il faut mettre les moyens, comme le gouvernement aujourd'hui est en train de les barrages de Nattigal, on met les moyens. On n'avait même pas besoin de ça. Aurait pu être déployés pourquoi pas développer les secteurs. Pourquoi pas? On a l'impression que les gens se vantent lorsqu'ils vont à la télé dire que nous avons mis 400 milliards dans la construction du barrage de Mbele, nous avons mis 500 milliards à Sanaga. Et quelle est la pertinence? Ça ne nous sert à rien. Or, 10 fois moins, on aurait... Toutes les villes du Cameroun ont un cours d'eau. Oui. Tous les chefs-lieux de département. Vous avez le Ndé, Mifi. À Bamena, Fifi, il y a un cours d'eau qui a des chutes de plus de 20 mètres de hauteur. Oui. Il y a des travaux qui ont montré qu'à partir de là, on pouvait produire l'électricité qui est capable, on peut fournir de l'électricité capable de couvrir toute la zone, le département du Ndé au département de Konki. Oui. Aujourd'hui, le maire de Banganté essaie de voir comment avec les autres maires, ils peuvent mobiliser des fonds pour aller construire un petit barrage sur cette rivière. Ça aurait pu se faire depuis. Oui. Donc parce que dans la loi de l'électricité, il faut faire vulgariser les énergies renouvelables dans les zones rurales, parce que c'est moins cher, évidemment, parce qu'il n'y a pas les travaux de génie civil. Vous avez des zones où vous ne trouvez même pas Enéo, même ici à Douala. Oui. Il y a des villages ici où vous n'avez même pas un poteau des Enéo, parce que ça nécessite des fonds. Donc, alors qu'avec le solaire, juste un poteau et puis la lampe et le panneau photovoltaïque, vous avez votre lumière. Oui. Donc moi, je pense que l'État aurait dû le faire. Mais aujourd'hui, il est tard. Il est vraiment tard. Il a accusé beaucoup de retard et puis il est presque dos. Mais sauf que moi je pense que il faut pas avoir honte. Il faut aujourd'hui faire appel à la générosité du privé. Oui. Il faut faire aujourd'hui appel à la générosité du privé. Oui. Bon, moi je sais pas, En générosité du privé, dans quel sens? C'est-à-dire appeler l'expertise. Tout à fait. Appeler le privé, c'est-à-dire créer un environnement attractif. Oui. Pour que les privés puissent se lancer dans la production de l'énergie électrique. On parle désormais de partenariat public-privé. Voilà. Moi, je n'aime pas beaucoup ces mots-là parce que ça m'effraie. C'est pour ça que je ne pas. Il faut mobiliser. Pourquoi est-ce que vous êtes effrayé quand on parle du partenariat public-privé? Parce que c'est un discours à la limite creux. C'est les mêmes discours tous les jours. Comment on appelle ça? C'est des concepts qui ne m'intéresse pas. Vous entendez développement durable, vous entendez... Pas que le concept en lui-même est mauvais, le concept n'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'on met dedans? Vous comprenez? Les gens font des discours. Oui, le contenu. Le vent font des discours. Après, il n'y a rien. Je dis ceci. Même, vous savez, vous imaginez combien d'ingénieurs, combien de jeunes Camerounais aujourd'hui sont formés sur les questions d'énergie renouvelable? Oui. Mais ils chôment. Ils sont très nombreux là qui chôment. Ils sont nombreux là. Fifi, il faut un jour faire un tour à l'Institut universitaire de technologie de Douala, à Ndorban. Vous allez voir là-bas des choses formidables. Moi, j'ai vu un groupe électrogène fonctionner à l'eau. À chaque fois quand l'Institut universitaire de technologie de Douala organise ses journées portes ouvertes, vous ne trouvez aucun maire, aucun élu au Cameroun. C'est là. Je peux vous donner le nom même du chef de département, le professeur Monka, encadré par des enseignants camerounais. Oui. Je vous donne le nom du chef de département, le professeur Monka. C'est un ami. Oui. Je peux vous donner le nom d'un autre, le professeur Koumi. C'est des brillants ingénieurs en génie électrique qui travaillent. Mais qu'est-ce qu'il faut après? Après, il faut sortir ces résultats-là des laboratoires et puis les industrialiser. Tout à fait.
Mais pourquoi est-ce que les politiques camerounais ont toujours tendance à aller chercher l'expertise qui vient de l'extérieur, alors que sur place, on a une main-d'œuvre qualifiée, mais accessible? Moi, je serais cassant. Je pense que c'est même la méchanceté, à la limite. C'est même de la méchanceté, à la limite. La dernière porte ouverte à laquelle j'ai été convié, à Ndorbon, à l'IUT, heureusement, ce jour-là, j'ai vu un homme d'affaires, M. Mboye, Bokom, qu'on connaît très connu sous le nom de Bokom. C'est lui qui a parrainé cet événement. Moi, j'étais très content. Et puis, moi, je lui ai parlé. Je lui ai dit, Monsieur le Président, PDG, lorsque vous regardez tous ces travaux-là, ces recherches, les résultats fantastiques, qu'est-ce qu'on va en faire? Il m'a dit, mon jeune frère, vous savez, c'est vrai, nous sommes conscients qu'il faut capitaliser tout cela, mais il faudrait que le gouvernement crée un environnement attractif. Tout à fait. Parce que pour se lancer, par exemple, dans une unité de fabrication d'électrogène, un groupe électrogène qui fonctionne à de l'eau, il faut avoir un agrément, il faut faire une étude d'impact environnemental, il faut payer des patentes, et ça coûte cher. La pression fiscale, hein? L'État n'est pas prêt peut-être à vous donner un certain nombre d'avantages, même sur le plan fiscal, pour que vous créiez une industrie pareille. Et moi, j'ai peur. Je l'ai toujours dit. Depuis 10 ans aujourd'hui, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, depuis 10 ans aujourd'hui, on est presque dans le développement de ce qu'on appelle des technologies bas carbone. On est à près de 4060 milliards de dollars d'investissement. Fifi, tu imagines ce que je dis? 4000 milliards de dollars, hein, pas francs CFA, d'investissement dans le monde entier. Et la Chine, à elle seule, a 45% d'investissement là-dedans. Donc la Chine aujourd'hui, son leadership n'est même pas à discuter. La preuve, tous les panneaux voltaïques vendus dans le monde entier aujourd'hui, toutes les lampes vendues, lampes solaires vendues dans le monde, viennent de la Chine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les différentes conférences de partis sur le climat, on ne parle plus de climat. On parle maintenant des énergies renouvelables. On parle maintenant du destin, de la destinée même, ou bien de l'avenir des énergies fossiles. La véritable bataille aujourd'hui se tourne autour et cristallisée par l'énergie verte. Parce que c'est une source d'abord de dépenses, et aussi c'est une opportunité financière agréable. Et moi j'ai peur pour l'Afrique et particulièrement pour le Cameroun. Nous on ne fait rien. Tous ces panneaux photovoltaïques par exemple arrivent chez nous dans les conteneurs et on ne sait même pas dans quelles conditions. Parce qu'on n'a rien pour contrôler le cycle de vie. Parce que chaque produit technologique a un cycle de vie. Hein. Et si demain, partout on voit des centrales solaires, ça va devenir des déchets. Hein. Et il faudra maintenant penser au recyclage. Est-ce que nous avons le mindset? Est-ce que nous avons la technologie pour recycler ces déchets d'équipements électroniques? Non. Voilà, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. Nous sommes pris entre le marteau, le dédressage, et l'enclume des déchets, qu'il faut falloir peut-être dès demain penser à recycler. Didier Yimko, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on soit capable de faire à ce stade où nous nous trouvons? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour rattraper lorsque j'écoute le gouvernement n'a pas de solution. Non, il faut être clair. Même le ministre, il dit que lui, mais quelle est la solution il rejette tout. Sur Paul Biya, n'importe qui rejette tout sur Paul Biya. Qu'est-ce qu'il peut faire à ce stade Ce qu'il faut faire aujourd'hui, dans le mouvement Écologie en marche, nous avons pensé à une bourse d'électricité. C'est-à-dire, on ne doit pas laisser le monopole. C'est-à-dire, il faut casser le monopole de production d'énergie électrique. Il faut casser ça. Il faut donner l'opportunité au privé de se lancer dans la production de l'énergie électrique. Fifi, il y a 2 ans, moi, excusez-moi d'utiliser le moi, hein, il est Aïssa, mais il n'est pas condamnable. J'ai été contacté par une entreprise allemande. C'est-à-dire quelqu'un m'a suivi dans une chaîne de télévision. Effectivement, je parlais des sources d'énergie renouvelable. J'ai parlé des déchets, des ordures ménagères. À Addis Abeba, 35% de l'électricité à Addis Abeba provient
de l'incinération, je dis si bien de l'incinération, pas de brûlage, de l'incinération de 1900 tonnes d'ordures ménagères par jour. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on installe une unité d'incinération d'ordures ménagères à Douala qui peut nous produire 45% d'énergie électrique par jour à Douala, Isaka va disparaître. Tout à fait. Les ordures qu'on peut retrouver un peu partout dans nos rues. Ça va se vendre. Oui. Alors, ce monsieur est arrivé au Cameroun, il m'a reçu dans un grand hôtel, on a discuté, ensemble on a signé des partenariats. Mais Fifi, il avait une seule condition. Nous vous apportons 80%. Notre part, c'est 80% en termes d'équipement. Oui. Tout ce que nous vous demandons, deux choses. Les agréments, c'est-à-dire les autorisations, oui, justement, que le gouvernement... le site. Bref, nous vous demandons 20%. 20%, c'est l'agrément, les autorisations. Nous vous demandons le site. Oui. Et la deuxième chose, à condition que Arcel nous achète l'électricité que nous allons produire. Oui. Des deux, on n'a rien eu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Nous sommes allés à Yaoundé, on a fermé toutes les portes. On n'a rien eu. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils vous disent rien. Certains vous disent que ça coûte cher. Or, si nous sommes d'accord que les problèmes d'insalubrité sont des problèmes de santé publique, Fifi, lorsqu'on doit construire un hôpital à 100 milliards, on compte? Non. Mais pourquoi alors, s'il faut traiter les ordures ménagères pour éviter de tomber malade et avoir de l'énergie par ailleurs, donc certains nous ont dit ça, que monsieur, vous ne voyez pas que ça coûte cher, ça coûte cher, la santé n'a pas de prix. Et je vous ai dit que, mais, monsieur le directeur, j'ai l'impression que vous n'êtes même pas au courant de la position du chef de l'État. Vous avez suivi le discours du chef de l'État de décembre 2015 à la COP 21 à Paris. Lorsqu'il parlait des engagements, de nos engagements, réduire nos émissions de gaz à effet de 32% à partir de 2010 jusqu'en 2035, maintenant ramené à 2030 par rapport à la SND. Monsieur, vous avez suivi ça? Vous avez suivi les transformations qui devaient se passer au niveau de l'énergie? Vous avez suivi ça? Vous êtes contre même la politique du chef de l'État? Alors que vous aurez pu plutôt nous encourager. Parce que ce que nous voulons faire, respect de la logique, rentre dans les engagements du chef de l'État. Oui. On prend les ordures ménagères. Le premier problème que l'on résout, c'est celui de l'insalubrité. Tout à fait. Deuxième, on est dans la valorisation. Oui. Et puis ces déchets-là, on va les acheter. Oui. On va même créer des bandits des ordures ménagères. Parce que les bandits pourraient entrer chez vous pour voler vos ordures ménagères. Comme on voit ceux qui volent les marmites pour aller vendre aux Maliens qui l'imposent, qui fabriquent les cocottes. Oui. Et c'est pour ça que moi je dis que nous avons une élite comprador qui est très méchante. Qui ne veut rien savoir. Peut-être aussi elle est ignorante, elle ne comprend pas, elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour comprendre tout ce que vous leur expliquez. Lorsque vous avez en face de vous un directeur, Fifi, s'il n'est pas administrateur civil, il est ingénieur. Justement. Formé dans des grandes écoles. Oui. Nous avons des Camerounais très bien formés, qui ont fréquenté des écoles Oxford, Cambridge, je ne sais pas quoi, Dauphine à Paris, Polytechnique Yaoundé, l'école nationale des travaux à Yaoundé, ou bien à Tchang aujourd'hui, ou bien, je ne sais pas, à Kaélé, à l'extrême nord. Mais vous avez des Camerounais très très bien formés, pour ne pas parler de l'UT ici. Mais une fois, lorsqu'il a un poste où il peut décider, il devient il est un gorille, une gorille. On dit une gorille ou un gorille? Un gorille. Mais oui. Il ne vous écoute plus. Ce qui est important pour lui, c'est sa position de pouvoir, c'est sa famille, c'est son époux, c'est sa belle famille. C'est quelquefois les intérêts aussi qu'il a attirés sur le plan individuel en ce qui concerne certains projets. Je ne voulais pas parler du mapatisme, le concept créé par le feu professeur Mono Njana. Oui. J'ai combien dedans? Justement. Voilà une entreprise allemande qui vient avec 80% de parts. Elle est claire. Elle vous dit dans un projet qui sera bénéfique aux populations. Ce que je vous demande, mes chers frères, ce que je vous demande, monsieur, c'est les autorisations. Vous trouvez un site, vous trouvez les autorisations. Nous, on va implanter l'usine. Et à la fin, Arcel nous achète l'électricité que nous allons produire.
à l'ARCEL, on vous ferme les portes. Donc moi, je pense que l'État aujourd'hui, si on veut sortir de cette contrainte, comme je l'ai dit, l'État est obligé de faire appel à l'expertise privée. Oui. De parler aux hommes d'affaires qui ont les moyens et d'ouvrir, pourquoi pas, favoriser la création d'une bourse d'électricité. Oui. Merci. Pas seulement abandonner ça à l'EDC, qui est presque aussi aujourd'hui, ou bien à Gobelet, je ne sais pas quoi, qui sont tous aujourd'hui incapables face au problème de l'estage dans nos grandes villes. Merci Didier Yimkwa pour cet entretien très 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 édifiant. C'est un plaisir encore d'échanger avec vous sur les questions essentielles de notre pays. Didier Yimkwa du mouvement Écologie en marche, le grenier de l'histoire. Demain, c'est aujourd'hui.